Bonjour à tous et bienvenue dans notre rendez-vous, le rendez-vous des entrepreneurs et des entrepreneuses inspirants. Vous le savez, je suis toujours en compagnie d'Alexandre Cavassa. Bonjour Alex. Bonjour Virginie. Comment vas-tu Alex ? Très en forme. J'ai vu tu dansais même. On va parler recrutement. On va parler recrutement et on en a besoin. Très. Voilà. Puisqu'en effet, ce jour, nous avons le plaisir de recevoir Benoît Rassa, fondateur du cabinet 2LSE Recrute. Bonjour Benoît. Bonjour Virginie, bonjour Alexandre et merci de m'avoir invité. Avec grand plaisir, comment allez-vous ? Eh bien écoutez, très bien, le plateau est très agréable. Bon, c'est parfait. Avant d'en savoir un petit peu plus sur vous Benoît, il y a ceci. Benoît, vous avez fondé un cabinet spécialisé dans le profil de recrutement industriel, aussi bien cadre que non cadre, et qui intervient partout en France. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Oui, tout à fait. Donc, je suis le dirigeant du cabinet de recrutement toulousain 2LSE Recrute, qui en anglais se prononce Toulouse Recrute, et qui est un facilitateur dans les processus de recrutement industriel. D'accord. Donc, l'objectif en fait de mon activité est de permettre aux entreprises avec lesquelles je travaille de se décharger de l'ensemble des contraintes liées au recrutement. D'accord. Et dans ce secteur industriel précisément ? Alors effectivement, moi j'ai démarré à la base dans le secteur de l'usinage. Et puis je me suis développé par la suite sur d'autres secteurs, la production, les méthodes ou encore la maintenance. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous parler de vos clients, sans les citer bien évidemment, mais qui sont vos clients ? Alors en fait aujourd'hui je travaille avec un ensemble de partenaires présents sur le territoire français qui sont des PME ou des grandes entreprises, des grands groupes. D'accord. Et vous avez une technique particulière pour aller chercher ces métiers. Quelle est-elle ? Alors, il est vrai qu'aujourd'hui, je me différencie de deux manières des agences plus généralistes ou plus classiques. La première, c'est que déjà, je suis un recruteur spécialisé. Donc, je ne travaille que sur les métiers qui ont trait à l'industrie. Et la deuxième façon de travailler, elle est très simple, c'est qu'aujourd'hui, je ne fais pas de diffusion d'offres d'emploi, je ne fais pas de diffusion d'annonces. Je fais exclusivement de la chasse de tête. Alors, juste peut-être pour donner une raison pour laquelle je fais ça, oui, bien sûr. C'est parce que, selon une étude qui a été réalisée par des grands acteurs de l'emploi, que ce soit Indeed ou l'APEC, il a été révélé que sur l'ensemble des offres d'emploi diffusées dans le secteur privé, seulement 60% de ces offres aboutissent à une concrétisation de recrutement. Et par ailleurs, si l'on prend un autre chiffre, parce que je me suis bien renseigné, c'est que rien que sur le second semestre de l'année 2025, selon la DARES, on a constaté 275 000 ruptures de période d'essai de CDI, tout secteur privé confondu. Donc on voit que diffuser une offre d'emploi sur un marché qui peut être en tension et sur lequel aujourd'hui vous avez des candidats qui sont sursollicités et beaucoup approchés, diffuser une annonce ne suffit plus. Et c'est la raison pour laquelle je mets aujourd'hui en avant ma double casquette commerciale et recruteur. D'accord. On parlera justement de l'industrie en France, ce sera tout à l'heure. Avant cela, comment justement se passe le processus de rendez-vous ? Alors effectivement, dans un premier temps, il est très important que je puisse définir, ou du moins balayer le besoin de mon entreprise partenaire en rencontrant deux personnes. Le ou la responsable des ressources humaines et le ou la responsable technique. Oui, parce que effectivement, en préparant l'émission, on m'avait dit que vous étiez un recruteur technique et c'est ce qui différencie d'autres métiers. Tout à fait. Aujourd'hui, ce qui fait la différence, c'est que je peux aborder l'ensemble de ces aspects RH et techniques pour présenter les candidats les plus à même de s'intégrer dans l'entreprise partenaire. Donc c'est très important que je puisse déjà échanger avec ces entreprises et avec ces acteurs-là. Une fois que l'échange a été fait, effectivement, je réalise mon approche et je fais de la chasse auprès de différents outils, bien évidemment LinkedIn, mais aussi certaines CVTech. Alors j'ai une petite question pour LinkedIn parce que vous cherchez des métiers par exemple de soudeur et de fraiseur. J'ai appris beaucoup de choses d'ailleurs et je vous en remercie Benoît. Ah d'accord. Des métiers que je ne connaissais pas. Et spontanément, Alexandre, je disais à Benoît, mais ces métiers-là, vous les trouvez pas sur LinkedIn, les profils. Oui, c'est vrai. Et étonnamment, Benoît m'a dit que si. Eh bien, surprise, parce qu'effectivement, oui, on trouve aujourd'hui énormément de tourneurs, de fraiseurs. Sur LinkedIn. Sur LinkedIn, entre autres. Mais LinkedIn, aujourd'hui, est un réseau qui n'est pas forcément ou uniquement un réseau de cadres. C'est aussi un réseau de techniciens d'usinage, de techniciens de production.
Effectivement. Et c'est confirmé. Ça fait beaucoup de concurrence à France Travail, par exemple, mais qui travaille aussi avec, je crois. Alors, me semble. Je vous avoue que je ne sais pas à l'heure d'aujourd'hui comment fonctionne véritablement France Travail. Ouais. Je sais que c'est une plateforme aujourd'hui dans laquelle il y a beaucoup de CV. Ce que l'on peut critiquer à France Travail, c'est que cette plateforme de CV, cette CV Tech qu'ils ont, n'est pas forcément mise à jour et n'est pas forcément suivie. C'est comme si l'on peut dire aujourd'hui qu'un grand cabinet de recrutement fonctionne avec un vivier froid. Techniquement, c'est un vivier sur lequel aujourd'hui vous avez des CV qui sont là depuis 3 ans, mais qui concrètement n'ont aucune valeur ajoutée aujourd'hui pour les entreprises pour lesquelles va travailler ce cabinet. Donc, une fois qu'il y a la chasse de tête, comment est-ce que vous sélectionnez les candidats? Parce que comment est-ce que vous vérifiez qu'il s'est soudé, par exemple, ce candidat? Alors, effectivement, je ne vais pas aller sur place pour rencontrer le candidat. D'ailleurs, souvent, mes entretiens se font en distanciel, par visio, parce que les candidats que je sollicite sont partout en France. L'objectif, en fait, c'est, au travers de mon échange, de pouvoir m'assurer que le candidat en question a déjà travaillé sur tel procédé, a déjà utilisé tel langage de programmation. Un exemple très simple, j'ai aujourd'hui un de mes clients qui recherche des tourneurs spécialisés en tournage et qui utilise le langage de programmation Mazatrol sur machine Mazac. Donc voilà, juste le fait de l'interroger là-dessus me permet d'avoir des éléments. Savoir, C'est dans quelle région que vous recherchez, sait-on jamais, s'il y a des candidats? Alors, le candidat en question, je l'ai en fait déjà trouvé. D'accord. C'était pour Nîmes. D'accord. Et est-ce qu'il y a des besoins, par exemple, qu'on pourrait citer, s'il y a des gens qui nous regardent? Ah ben avec plaisir, effectivement. Donc actuellement, je recherche un responsable de production sur Nantes et je recherche également un technicien de maintenance du côté de Montauban. D'accord. Et on peut peut-être en profiter pour préciser comment vous contacter. Oui. Donc, il y a un site web. Alors, effectivement, il y a mon site web qui est 2LSE recrute en anglais, donc avec le i.com. Et vous avez directement la partie contact, ce qui traduit ma proximité aussi auprès des candidats, il n'y a aucun problème. En plus du site internet que j'ai, vous pouvez directement me contacter sur mon profil LinkedIn. Parfait. Vous êtes un intermédiaire entre finalement le candidat et l'entreprise et vous êtes amené parfois à négocier. Oui. Et avec l'entreprise, la valeur salaire et avec le candidat, la notion de, je ne sais pas si on peut parler d'acceptabilité. Tout à fait. Comment ça se passe ça? Alors, en fait, il est vrai que le terme intermédiaire peut être dévoyé et c'est pour ça qu'il est important aussi que je précise qu'aujourd'hui, je considère ne pas être seulement un intermédiaire, mais une personne qui est à même de proposer les bons profils. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, par exemple, j'ai des entreprises qui m'ont dit qu'elles cherchaient des fraiseurs et qu'elles ont reçu des CV de soudeurs. Et ça, c'est un vrai problème. Et ça traduit, en fait, un petit peu la façon dont fonctionnent certaines entreprises de recrutement. Aujourd'hui, je vais envoyer peu de CV, mais je vais envoyer des CV justes. C'est mon objectif. Et donc forcément, cela implique, au-delà de mon expertise technique et commerciale, que je puisse aller jusqu'au bout du process. Et aller au bout du process, ça veut dire réaliser cette négociation commerciale à partir de ce que je connais de mon candidat et de mon client. C'est ça. Et alors, est-ce qu'il y a une obligation de résultat? Effectivement, moi aujourd'hui, je travaille exclusivement au succès. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je ne finalise pas un recrutement, je ne suis pas payé, tout simplement. Par ailleurs, il y a des garanties durant la période d'essai, raison pour laquelle j'assure le suivi du candidat en 3 étapes durant la période d'essai. Parce que si le candidat que j'ai recruté auprès de l'entreprise ne valide pas sa période d'essai, je suis dans l'obligation de retrouver quelqu'un d'autre. Et on en parle souvent avec Alexandre de ces problématiques qu'on a de turnover et de candidats qui sont pas toujours très fiables, même s'il y a des entreprises qui ne sont pas aussi très fiables. Ouais. Donc là, Benoît fait un suivi, Alexandre. Oui, il y a justement le suivi pendant la période d'essai. Oui, tout à fait. Exactement, mais ça c'est rassurant. Oui. On peut dire ça ne s'arrête pas à ce moment-là où vous trouvez la personne et puis merci, au revoir. Mais vous, par exemple, voilà, vous aimeriez l'avoir ce suivi si vous démarriez dans une industrie. Oui, par exemple. Oui. Donc je projette exprès pour dire oui, c'est important, c'est très important. C'est ça, autant pour le candidat que pour l'entreprise d'ailleurs. Ouais. Et donc Benoît fait des rapports en fait. Il va vérifier que le candidat a bien démarré, que ça se passe bien, et il rend compte en fait à son client. Effectivement. Donc ça garantit un sérieux dans le suivi. Effectivement, puisqu'en fait on a aujourd'hui tous intérêt à ce que ça se passe bien dans une période d'essai. Et combien de périodes d'essai n'aboutissent pas? Non pas parce que l'environnement n'est pas adapté au candidat,
mais parce qu'il y a eu des malentendus et des non-dits qui n'ont pas été discutés en amont. Voilà. C'est ça. Alors Benoît, qu'est-ce qui vous a amené à ce domaine du recrutement industriel, dites-nous? Eh bien en fait, je suis toulousain d'origine, j'ai grandi dans cet univers aéronautique et industriel. Quand j'étais petit, par exemple, un peu plus jeune, j'ai vu passer le premier vol de la 380. J'allais dire au-dessus de mon jardin, mais bon, quand même pas. Mais j'étais sous la ligne des avions, donc l'avion est passé. Et en fait, j'ai aujourd'hui beaucoup d'amis qui travaillent dans le secteur aéronautique. Donc, Toulouse, aujourd'hui, c'est la capitale internationale de l'aéronautique. Et qui dit Toulouse dit Airbus, mais dit aussi un nombre de sous-traitants importants. Parmi ces sous-traitants, vous avez les entreprises d'ingénierie, mais vous avez aussi également les entreprises de production industrielle. Et ces entreprises de production sont notamment les centres d'usinage. Elles ont été les premiers qui m'ont sollicité parce qu'il y a aujourd'hui de vrais besoins et en même temps, on est sur un marché en tension et sur lequel il leur est difficile de trouver des candidats. D'accord. Airbus qui se porte plutôt bien d'ailleurs. Très bien. Je pense à Boeing, c'est un peu plus compliqué en ce moment pour les amis américains. Oui, vous avez raison et d'ailleurs, je pense qu'on a raison d'en être fier. Moi aujourd'hui, on entend effectivement dans l'actualité beaucoup de choses liées à notre industrie, à certains pans d'industrie qui peuvent se perdre en France. En tous les cas, on peut pas dire que l'aéronautique se porte mal, bien au contraire, et on peut qu'en être ravi. Et vous connaissez bien les sujets justement pour pouvoir recruter derrière. Ben effectivement, je me suis renseigné. En fait, je dis toujours, ce n'est pas moi qui ai choisi le marché de l'usinage, c'est le marché de l'usinage qui m'a choisi. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, pour pouvoir diriger une entreprise, ça importe aussi d'être à l'écoute du marché. Et j'ai compris qu'il y avait aujourd'hui un besoin. Et d'ailleurs, ce besoin, je pense qu'il est là parce qu'il y a des frustrations sur le marché, dû à un manque de corrélation. Et on va parler justement de l'entreprise, l'industrie en France. Il se porte comment? Parce que l'industrie du textile, par exemple, ça va pas du tout. On sait que même, pour citer quelques marques, notamment une, Kawe, fabrique même plus en France. On sait qu'il y a énormément d'industries qui vont à l'étranger pour payer sûrement moins d'impôts, avoir moins de problèmes administratifs. C'est pour ça qu'il faut regarder notre émission, parce que justement, il y a des gens qui peuvent vous aider pour cela. Comment se porte l'actualité du marché du travail en France par rapport à tout ça aussi? Alors, effectivement, moi, il y a une étude qui est importante de citer. Alors, côté, en tout cas, emploi dans l'industrie et emploi dans le secteur privé de manière générale. Selon une étude qui a été réalisée par Indeed Census Wide en 2025, vous avez aujourd'hui 23% des actifs, tout secteur privé confondu, qui se disent prêts à vouloir changer de travail, à vouloir changer. Alors, il y a plusieurs facteurs à cela. Ça peut être une méfiance vis-à-vis de leur secteur. Par exemple, aujourd'hui, le secteur de l'automobile est en difficulté. Alors, je ne suis peut-être pas le plus à même pour dire pour quelles raisons, pourquoi il y a des délocalisations, etc. Il y a peut-être des politiques qui ont été prises et qui font que aujourd'hui, on assiste malheureusement à certains nombres de délocalisations qui sont malheureuses et qui pourraient peut-être être évitées. Quoi qu'il en soit, c'est une répercussion sur la confiance que les employés, les salariés du secteur du privé ressentent. Et juste pour conclure là-dessus, aujourd'hui, donc, vous avez effectivement 23% des actifs du secteur privé qui sont prêts à changer à cause de tout ça, et 13% des cadres qui se disent prêts à rechercher un nouvel emploi dans les 3 mois, ce qui est quand même très important. Aujourd'hui, il y a 3 millions d'actifs dans le secteur industriel en France. Et si on prend une hypothèse basse par rapport aux chiffres que j'ai énoncés, donc par exemple 15%, ça signifie qu'aujourd'hui, vous avez 450 000 actifs dans le secteur industriel qui potentiellement ne se sentent plus vraiment à leur place, ce qui est un vrai problème. Et ça me permet effectivement de relancer un sujet qui peut faire un peu controverse, c'est le fameux débauchage. Oui. C'est une technique que vous utilisez, oui. Mais vous avez votre propre définition pour valoriser. Et ça n'a pas de problème éthique pour vous. Pourquoi? Et bien sûr, et merci de le souligner, aujourd'hui, le débauchage est important parce qu'il permet de lutter il permet de lutter contre la contre-productivité. Donc c'est très compliqué peut-être ce que je viens de dire. Non, mais c'est des personnes qui ne sont pas peut-être à la bonne place. Alors c'est sûr qu'en tant que dirigeante, ça m'embêterait parfois effectivement qu'on me débauche mes salariés, mais au fond, c'est ce que vous m'avez expliqué en préparant l'émission, il y a des gens qui ne sont peut-être pas à la bonne place et ça peut même rendre service
Effectivement, c'est effectivement ce que je voulais dire, c'est qu'aujourd'hui, vous avez des personnes qui ont des compétences, qui ne marquent pas forcément qu'elles sont en intention de changer de poste, et qui d'ailleurs, je le précise, n'enverront jamais leur CV sur une offre d'emploi. Donc ça rejoint ce que je disais au départ. Oui. En fait, vous avez des gens aujourd'hui, quand vous les approchez, elles se disent « Je suis sur mon poste, oui, je gagne mon salaire tous les jours, mais en fait, je m'ennuie, ça fait 10 ans que je m'ennuie. Ça fait des années qu'aujourd'hui, je ne peux plus exploiter mon potentiel que j'ai de responsable de production ou d'usineur, parce qu'on ne m'en donne pas les moyens. Mais en même temps, je ne sais pas comment trouver un poste, je ne sais pas faire. Il y a des frustrations qui sont liées à un manque de corrélation entre des gens qui ont du potentiel et qui, du coup, indirectement, vont peut-être nuire à la productivité de l'entreprise parce qu'ils n'ont plus envie de donner. Alors, votre conseil, parce que pour les entreprises qui ont du mal à recruter, parce qu'on sait que la perte de temps, c'est aussi la perte d'argent, bien sûr, et d'énergie. C'est comme ça, et d'énergie, et de motivation. Donc, si vous aviez des conseils à donner. Alors moi, j'ai un conseil à donner principal, qui est, vous recherchez aujourd'hui un profil technique à fort ou moyen enjeu sur un marché plus ou moins tendu, ne diffusez pas d'annonces. Alors pourquoi ? Ou plutôt, que faut-il faire ? Soit vous décidez d'actionner votre réseau plus ou moins proche et vous essayez de faire en sorte d'avoir un maximum de candidatures. Mais souvent, on sait que là aussi, ça peut causer des problèmes et des difficultés parce qu'aujourd'hui, vous prenez une PME, voire même un grand groupe, ils ont des services RH, mais finalement, ces services RH n'ont pas forcément le temps de faire du recrutement. Et actionner un réseau, qu'est-ce que ça veut dire ? La deuxième solution, c'est de faire appel à un professionnel du recrutement dans ce secteur-là, dont 2LSE Recrute fait aujourd'hui partie, et au travers duquel je vais mettre en place mes compétences et mon propre réseau, mes compétences de commercial et de recruteur, pour donner envie à des personnes qui aujourd'hui n'ont pas forcément envie de changer de poste, mais qui finalement en ont peut-être vraiment envie, bien qu'elles ne le disent pas, et ben voilà, de les mettre à disposition et de les faire rencontrer. Voilà. Donc finalement, ce que vous dites, ça revient à insister sur l'investissement qui est nécessaire. Oui. On pourrait avoir l'impression qu'on met de l'argent à perte, mais en fait, non, au final, on va gagner du temps, parce que les recrutements ratés... C'est combien ? Ah ben effectivement, vous faites bien de me le demander, c'est un élément que je voulais apporter. Selon la Harvard Business Review, aujourd'hui, un recrutement raté ou manqué coûterait entre 20 000 et 200 000 euros selon la typologie du profil. Ce qui est énorme. C'est énorme. Donc aujourd'hui, effectivement, le coût d'un cabinet de recrutement expert tel que 2LSE Recrute, je pense que c'est, pardonnez-moi le terme, mais dérisoire au vu de ce que vous allez économiser. Et puis c'est encore une fois, comme vous l'avez dit, un gain de temps, d'argent. Voilà. Ouais, donc on retient que dans ce marché en tension, des bons profils existent. Il suffit d'aller les chercher. Des bons profils existent et surtout, il y a de bons profils qui aujourd'hui n'exploitent pas leurs compétences comme ils le voudraient. C'est ça le plus important aussi à retenir. On va vous présenter un agenda avec des rendez-vous dedans. Ça s'affiche à l'écran, il y a des horaires, il faut choisir, il y a une question qui se cache derrière. Ok, super. Ça commence à 10h. Ça commence à 10h. Jusqu'à 16h. Bien écoutez, vu qu'on n'est pas loin de midi, je vais dire midi. C'est le rendez-vous restaurant, celui-là. Voilà, exactement. Il est agréable, celui-là. Ça tombe bien, puisque c'est l'horaire de diffusion midi. La question s'affiche. Qu'avez-vous appris sur vous-même en tant qu'entrepreneur et que vous n'auriez jamais imaginé avant de commencer ? Eh bien, la réponse me vient vraiment subitement, et je puis vous assurer que je ne la connaissais pas avant de démarrer l'émission. Je confirme. Eh bien, ce que j'ai appris, c'est que je peux me faire confiance. Waouh, c'est beau ça. Oui. Pourquoi ? Parce que lorsque j'étais en CDI, ça c'est très personnel, je me sentais bloqué dans ma liberté d'action, mais en même temps, je sentais que j'avais les capacités de faire quelque chose. Et depuis que je suis depuis que je suis dirigeant de mon entreprise, je me suis rendu compte que je pouvais me faire confiance. Et d'ailleurs, j'ai des résultats concrets qui le prouvent aujourd'hui dans mon activité. Plusieurs recrutements finalisés notamment. Super. Donc, créer une entreprise, c'est gagner en assurance, en estime de soi, on peut dire ? Effectivement, dans mon cas personnel. Après, je ne le généraliserai pas, mais dans mon cas, c'est exactement ça. Ouais. Eh bien, on va rester sur cette belle note positive. Merci beaucoup, Benoît, d'avoir accepté l'invitation. Merci à vous, Virginie et Alexandre. C'était un moment très agréable. Merci. Alex, je te remercie. Merci. Merci à toi, Virginie. Merci à Olivier aussi. Et merci à tout le monde. Et on se dit à très bientôt pour un autre rendez-vous.